Alors bonjour et bienvenue à la capsule 3 du chapitre 4 dans lequel on va regarder ensemble ce qu'on appelle les effets inductifs attractifs et les effets inductifs répulsifs. Donc deux effets qu'on va avoir dans les molécules et qui vont affecter leur réactivité. Donc ça va avoir quand même un gros impact sur tous les autres chapitres, donc les chapitres 5, 6, 7, et par la suite les autres, donc tous les chapitres qui vont nous rester pour le cours, où on va voir un petit peu plus la réactivité. Mais ces effets-là sont vraiment importants, parce qu'ils vont changer si une molécule va réagir plus facilement ou plus difficilement lors des réactions. Donc, pour comprendre un petit peu leur réactivité, il va falloir regarder les liens qu'il y a à l'intérieur des molécules, puis comment ça les affecte. Donc, l'effet inductif, c'est le principe comme quoi vous avez la présence d'atomes qui vont avoir différentes électronégativités, qui vont avoir des effets de polarisation, ça veut dire de déplacement des électrons dans la molécule, mais pas juste entre les deux atomes qui sont impliqués dans un lien, mais bien une répercussion sur tous les liens qui sont environnants. Ça veut dire, même si vous êtes vous êtes pas directement lié avec un atome qui est très électronégatif, par exemple ici, on a un chlore qui est ici. Donc le carbone qui est directement à côté, c'est sûr que lui, il se fait tirer ses électrons par le chlore, qui est plus électronégatif qu'un carbone. Donc on va se ramasser avec des charges partielles négatives sur le chlore et une charge partielle positive sur le carbone voisin. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend normalement. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que l'effet inductif, qui s'appelle attractif, c'est parce que le chlore tire sur les électrons, fait en sorte que c'est pas juste le carbone à côté qui ressent cet effet-là, mais c'est bien tous les autres atomes qui se retrouvent un petit peu plus loin. Cet effet-là va quand même être amoindri avec la distance. Ça veut dire que l'atome qui est le carbone qui est ici, qui lui est un petit peu plus loin, il va quand même ressentir l'effet du chlore. Donc il va avoir une charge partielle positive, mais quand même un petit peu plus faible, plus petite, que celui qui est directement relié avec le chlore. Si on va un petit peu plus loin, l'autre carbone, encore une fois, un petit peu moins ressenti. Si on va au quatrième carbone ici, donc ça veut dire on est quand même à 1, 2, 3, 4 liens de différence. Là, on ressent encore moins. Puis, si on se rend ici à 5 liens de différence avec le chlore, là, c'est pas mal le maximum, généralement, qu'on va aller pour ressentir un effet distinct d'un atome qui est très, très électronégatif. Donc, l'effet du chlore est quand même ressenti tout au long de la molécule, jusqu'à peu près, là, nous, on va s'arrêter pas mal souvent là, à 5 liens. Techniquement, ça continue un petit peu, mais ça commence à être vraiment, vraiment petit, presque négligeable. Donc, ça veut dire que même s'il y a un surplus d'électrons sur le chlore, mais tous les carbones voisins vont avoir un petit déficit. Ça veut dire que si vous cherchez un endroit pour faire une réaction qui est un endroit qui est pauvre en électrons, donc par exemple ici, vous avez un endroit qui est pauvre en électrons, hein, électrophile, bien, on va vouloir réagir avec ce carbone-là. Mais on sait que l'autre carbone aussi pourrait réagir, et ainsi de suite. Donc, la présence d'éléments très électronégatifs va amener des charges positives tout au long de la chaîne de carbone, ou encore aussi, si on considère les hydrogènes aussi, qui sont liés à ces carbones-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les facteurs qui vont modifier cet effet inductif-là. Donc, l'effet inductif attractif. La première chose qu'on peut changer, c'est l'électronégativité de l'élément en question. Ça veut dire que si j'utilise un élément qui est plus électronégatif ou moins électronégatif, qu'est-ce qui arrive? Donc, plus l'atome qu'on utilise pour l'effet est électronégatif, plus il va tirer fort sur les électrons. Donc, ça veut dire que la charge partielle négative et la charge partielle négative vont être beaucoup plus grandes. Donc, ce qui veut dire que l'effet inductif va être beaucoup plus important. Si j'utilise un fluor par rapport à un chlore, vous voyez ici la grosseur de la charge partielle négative est pas mal plus grande parce que le fluor tire beaucoup plus sur les électrons. Et ça va être ressenti tout au long de la molécule, et ça jusqu'à l'hydrogène qui est ici. Si vous reconnaissez ce type de fonction-là, hein, COOH, ça c'est une fonction acide. Donc ça, c'est un acide carboxylique. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que nous, quand on va regarder les effets, on va regarder par rapport à la réactivité. Puis l'acidité d'une molécule, c'est un type de réactivité possible.
Donc, si une molécule est plus acide ou moins acide, ça va être causé par la présence ou l'absence d'éléments très électronégatifs. Donc, dans le cas de l'effet inductif attractif, plus on a d'éléments électronégatifs, plus ça tire fort en électrons ici, plus le delta H, donc la charge partielle positive sur l'hydrogène, donc le delta plus ici, excusez, sur l'hydrogène, va être élevé. Ça va être une grosse charge partielle positive. Tandis que si on utilise le chlore, vous voyez que la charge partielle positive ressentie à cause du chlore par l'hydrogène est beaucoup moindre. Pourquoi? Parce que lui, il tire moins sur les électrons. Fait que l'effet est moins dès le départ, donc c'est sûr que le ressenti va être moins à la fin. Donc ça fait en sorte qu'il manque beaucoup plus d'électrons autour de cet hydrogène-là. Puis si vous vous souvenez bien, un acide, comment ça réagit? Ça réagit comme un H+, ça relâche des H+. Donc plus le H il est déjà près d'être un plus complet, donc là, une charge partielle positive plus élevée, mieux c'est pour l'acidité. Donc présentement, le plus acide, c'est celui-ci. Donc c'est le premier. Donc lui ici, pourriez-vous dire, ça c'est le plus acide. Je vais essayer d'écrire, là, ça va être difficile avec la souris. Donc ça c'est le plus acide des deux, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il manque plus d'électrons autour de l'hydrogène, causé par la présence d'un élément plus électronégatif ici que dans le cas du chlore. Donc le fluor plus électronégatif que le chlore. Donc effet inductif attractif, beaucoup plus grand, ce qui cause que l'hydrogène est beaucoup plus acide. Donc l'acidité est aidée par l'effet inductif attractif. Si je continue, puis je regarde un autre facteur, le facteur de la distance. Donc la distance, on en a parlé un petit peu, plus je m'éloigne dans la molécule, plus l'effet est atténué. Ça veut dire que si je mets mon élément très électronégatif plus loin, ben, l'effet qui va être ressenti au bout va être plus petit. Donc par exemple, ici j'ai encore mon acide, avec le H qui est acide ici. Ben, si je mets le fluor directement sur le carbone qui est voisin du COH, ben, c'est sûr que cet effet-là va être ressenti assez fort. Tandis que si je mets un autre carbone entre les deux, ben là, l'effet va être un petit peu moindre. Donc à ce moment-là, le delta H ici sur l'hydrogène, le delta plus, excusez, j'arrête pas de dire delta H, mais le delta plus sur l'hydrogène va être plus petit, donc ça veut dire qu'il va être moins acide. Donc, encore une fois, ici, le plus acide, c'est le premier. Donc, ça, vous pourriez vous indiquer, c'est l'encercler pour indiquer que celui-là, c'est le plus acide des deux. Maintenant, si je regarde un autre facteur possible qui peut influencer l'effet inductif attractif, c'est le nombre d'éléments électronégatifs. Évidemment, si j'ai juste un fluor contre 3 fluors sur le même carbone, ben à ce moment-là, c'est sûr que 3 fluors, ça s'accumule leur effet, puis ça fait en sorte que les 3 tirent chacun de leur bord, fait que ça veut dire que le carbone, lui, il ressent vraiment un gros déficit en électrons, parce qu'ils tirent tous les électrons, pour les fluors, ils tirent tous chacun de leur bord, donc ça veut dire que le carbone qui est directement là, il en ressent beaucoup, le carbone voisin aussi, l'oxygène aussi, et l'hydrogène va ressentir pas mal plus d'effet que s'il y en a juste un fluor. Donc le plus acide des deux ici, c'est le deuxième. Je vais essayer de l'entourer sans trop dépasser, mais c'est difficile avec la souris. Donc celui-là, c'est le plus acide des deux. Maintenant, ce que les gens me demandent fréquemment, c'est, comme question, OK, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai plus qu'un effet? Donc là, ça commence à être difficile à dire. Admettons que j'ai 3 fluors, mais ils sont pas mal plus loin dans la molécule. Là, j'ai un effet de distance, puis j'ai un effet de nombre. Puis si en plus, je mets à la place des fluors, je mets des chlores, qu'est-ce qui arrive? Là, ça commence à être vraiment difficile. C'est pour ça que généralement, je vais essayer de vous faire comparer un facteur à la fois, plutôt que de vous faire comparer comme 3 facteurs d'un seul coup entre 2 molécules. OK? Alors, on va voir tantôt des exemples d'exercices là-dessus. C'est sûr que moi, ce que je vous suggère, je vais revenir un petit peu dans la présentation,
Ici, vous avez tous les exercices du cahier bleu que je vous invite à faire. Donc, dans l'atelier 4B, il y a plusieurs séries d'exercices. Il y en a que moi, je trouve un petit peu moins intéressants. Donc, j'ai vraiment souligné ceux que je trouve les plus intéressants. Si vous voulez essayer les autres, vous pouvez le faire, mais j'ai pas fait un corrigé direct pour tout l'ensemble de l'atelier 4B. Mais ceux qui sont là sont ceux que je trouve le plus intéressants pour vous pratiquer. C'est sûr qu'il y en a aussi dans le manuel que je vous invite à faire également. Donc ça, c'était pour les effets inductifs attractifs. Maintenant, il existe un autre effet contraire à inductif attractif, c'est l'effet inductif répulsif. Donc, attractif, ça tire sur les électrons, okay, parce que c'est un élément très, très électronégatif, tandis que répulsif, ça va fournir des électrons. Comment? C'est quoi qui va fournir des électrons? Donc, l'effet répulsif, inductif répulsif est aussi appelé parfois hyperconjugaison. Donc, dépendamment des manuels, vous allez retrouver un terme ou l'autre. Donc, nous, on va plus souvent utiliser inductif répulsif. Donc, cet effet-là, c'est causé par la présence de chaînes qu'on appelle alkyles. Alkyles, c'est des chaînes de carbone alcanes qui sont liées sur une molécule. Donc, des chaînes de carbone, lien simple avec des hydrogènes. Okay? Donc, que ce soit une chaîne méthyle, éthyle, propyle, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être un substituant en tant que tel dans le nom, juste une chaîne qui est liée avec les carbones voisins. Okay? Pourquoi ces carbones-là ont un effet inductif-répulsif? C'est que si vous regardez le lien CH, en réalité, même si on le considère comme un lien non polaire, il y a une légère différence d'électronégativité qui est en faveur du carbone. Ça veut dire que le carbone tire un petit peu plus les électrons que l'hydrogène, un petit peu plus. Donc, ça veut dire que avec la quantité d'hydrogène, on a un petit surplus d'électrons sur tous les carbones. Puis qu'est-ce que les carbones vont faire? C'est qu'ils vont commencer à partager ces électrons-là, ce petit surplus-là, avec tous les autres carbones voisins. Okay? Donc, tous les atomes voisins. Donc, c'est pour ça que plus on a de chaînes d'alkyles, plus on a de chaînes de carbone avec des liaisons simples, plus ça va amener un léger surplus de densité électronique à ses voisins. Donc, densité électronique, c'est le nombre d'électrons. Ce que vous avez ici, ce sont 3 molécules différentes avec ce qu'on appelle le pKa. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être que vous n'aimez pas trop, là, mais qu'il va falloir comme utiliser un petit peu dans le cadre du cours par rapport à leurs acidités. Donc, ça veut dire que, si vous vous rappelez bien, dans votre cours de chimie des solutions, vous avez vu les pKa. Plus un acide est fort, plus le pKa est petit. Donc, généralement, des pKa qui sont presque négatifs, c'est vraiment des acides très, très forts. Donc ici, si on regarde un petit peu la progression, vous avez un acide qui a 4,76 comme pKa, ensuite 4,87, ensuite 5,03. Donc, vous savez, en regardant le pKa, que celui-là, c'est l'acide le plus fort. Et ça, c'est en regardant le pKa. Maintenant, on veut savoir pourquoi ça, c'est celui qui est l'acide le plus fort. Donc, clairement, là, on vous demande lequel de ces acides est le plus fort, le plus réactif. Donc, juste avec le pKa, oui, on pourrait dire que c'est lui, mais moi, ce que je veux, c'est une explication qui va un petit peu plus loin que ça. Je veux savoir, est-ce que c'est cohérent avec le concept d'inductif répulsif? Comment vous pourriez expliquer avec l'effet inductif répulsif que celui-ci est l'acide le plus fort? Si on regarde les chaînes de carbone, donc ici, on a juste un CH3. Ici, on a un CH2, CH3, donc plus de carbone, donc fournit un petit peu plus d'électrons. Tandis que CH3 fournit, vu qu'il y a juste un carbone, fournit un petit peu d'électrons. Puis on sait que si on fournit des électrons, pour un acide, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Donc, si vous rappelez, tantôt, j'ai dit, pour un acide, on va avoir le delta plus, donc la charge partielle positive, la plus élevée possible sur l'hydrogène. Si je commence à lui fournir des électrons, je vais diminuer cette charge partielle positive-là. Ça veut dire que plus je fournis d'électrons à l'hydrogène d'un acide, moins il va être acide. Donc ici, vu que l'effet inductif répulsif fournit des électrons, plus on a d'effets inductifs répulsifs pour un acide, moins c'est bon pour cet acide-là. Tandis que les effets inductifs attractifs sont meilleurs pour l'acide. Donc si vous voulez vous le noter, moi je vous suggère peut-être de le noter là en quelque part, juste pour vous rappeler, mais
une fois que vous avez compris qu'est-ce que ça fait, les effets inductifs, répulsifs et attractifs, généralement, vous allez pouvoir les appliquer sans vous souvenir par cœur, c'est quoi qui aide un acide, c'est quoi qui nuit un acide. Mais généralement, vous devez vous souvenir comment un acide fonctionne aussi. Okay? Donc, les effets inductifs, répulsifs nuisent aux acides, tandis que les effets inductifs, attractifs vont aider l'acidité. Donc, va rendre les molécules plus acides. La basicité, ça va être tout le contraire. Alors, plus j'ai des effets inductifs attractifs pour une base, moins c'est bon, parce que inductif attractif, ça tire sur les électrons, puis une base, je veux qu'il y ait des électrons. Je veux que ça soit le plus possible à avoir des électrons là pour pouvoir réagir avec un acide. Tandis que les effets inductifs répulsifs vont aider une base. Donc si on vient ici, on a des acides. Donc les effets inductifs répulsifs, ça nuit aux acides. Donc si j'ai plus d'effets inductifs répulsifs, on voit que l'acide est moins bon. Puis si j'en ai encore plus, vous voyez, il y a encore plus de carbone proche qui fournissent des électrons. Donc, il y a encore les mêmes facteurs que tantôt, ça veut dire la quantité de chaîne de carbone et la distance, ça veut dire plus c'est proche, mieux c'est pour les effets inductifs répulsifs. Un petit peu comme les effets inductifs attractifs, plus j'avais mes éléments très électronégatifs qui étaient proches, mieux c'était pour ces effets-là. Donc, on a la même chose ici pour les inductifs répulsifs. Plus j'ai de chaîne de carbone, plus ils sont proches de l'endroit que je veux regarder, plus cet effet-là est important. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup plus d'effets inductifs répulsifs. Donc, l'acide va être pas mal moins fort. Donc, ça explique pourquoi c'est cohérent avec le concept d'effet inductif répulsif. Parce que ici, je vois que j'augmente la quantité d'effets inductifs répulsifs, vu que ça fournit des électrons. Donc, lui, il fournit pas mal plus d'électrons, ce qui diminue la charge partielle positive sur mon hydrogène. Okay? Donc, je passe d'une charge partielle positive. Je vais essayer de les faire en grosseur. Là. Je pars de quelque chose qui est quand même très, très élevé, parce que ici, je fournis des électrons, mais pas tant que ça, à quelque chose qui fournit un petit peu plus d'électrons, donc ma charge partielle positive est pas mal plus petite, à quelque chose qui fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électrons, donc j'ai une charge partielle positive qui est très, très petite pour ce qui est du dernier, parce que je fournis un petit peu plus d'électrons à cause de toutes les chaînes de carbone qui sont situées ici. Donc ça, c'est pour les effets inductifs répulsifs. Donc je vous ai parlé de l'effet sur l'acide, et je vous ai parlé aussi que la base, c'est tout le contraire pour les effets. Maintenant, il n'y a pas juste des acides et des bases qu'on va voir en chimie organique, on va voir aussi des intermédiaires réactionnels. Alors, j'ai parlé dans une capsule précédente, la première, du chapitre 4, les intermédiaires réactionnels avec lesquels on va travailler le plus souvent. Ce sont les carbocations et les carbanions. Donc, des chaînes de carbone avec soit une charge positive ou une charge négative. Donc, en sachant que les groupements R, donc les alkyles, donc les chaînes de carbone, sont des donneurs d'électrons, hein, ils ont un effet inductif répulsif. À ce moment-là, si on considère ça, puis qu'on sait que la carbocation, c'est une charge partielle positive sur un carbone, plus vous avez de chaînes de carbone autour du carbocation, mieux c'est pour sa stabilité. Pourquoi? Parce que les chaînes de carbone fournissent des électrons et diminuent la charge positive du carbone, vont la stabiliser. Parce que le carbone, lui, là, quand il y a une charge positive complète, il n'est pas content. Si ses voisins peuvent l'aider à diminuer cette charge-là, à diminuer ce fardeau-là qu'il porte, mieux ça va être pour lui. Donc c'est pour ça que, ici, un carbone chargé positivement avec les chaînes de carbone de chaque côté. Donc ici, 3 chaînes de carbone, ce qu'on appelle un carbocation tertiaire. Donc vous vous souvenez, dans le chapitre 2, je vous ai parlé des carbones tertiaires, secondaires, primaires. Bien, on va réutiliser ces termes-là pour parler des intermédiaires réactionnels, tertiaires, secondaires, primaires, nulaires, etc. Donc pourquoi? C'est parce que là, ça va vraiment nous servir pour savoir lesquels sont de façon générale les plus stables. Donc si vous regardez comment ça évolue, c'est qu'un carbocation tertiaire, c'est beaucoup plus stable qu'un secondaire, qui lui est beaucoup plus stable qu'un primaire, puis lui est plus stable qu'un nulaire. Mais un nulaire, c'est rare qu'on va en voir, mais ce que vous allez voir plus souvent, c'est les tertiaires, secondaires et primaires. Donc ça, c'est l'ordre général. Évidemment, ça, c'est en comprenant comme quoi les chaînes R, ce sont des chaînes de carbone
et hydrogène seulement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément très, très électronégatif. Si jamais vous avez un élément très, très électronégatif sur une de ces chaînes-là, c'est sûr que là, vous n'avez plus juste des effets inductifs répulsifs, vous allez avoir un effet inductif attractif. Puis entre les effets inductifs répulsifs puis les effets inductifs attractifs, c'est les effets inductifs attractifs qui sont plus forts. Donc si jamais j'ai un clair sur une de ces chaînes-là, ben ça va rendre le carbocation tertiaire moins stable potentiellement qu'un carbocation secondaire. OK? Alors, l'ordre qui est là, c'est vraiment pas juste un ordre qu'il faut appliquer bêtement. Il faut vraiment regarder. Est-ce que j'ai juste des effets inductifs répulsifs? Si c'est le cas, ben à ce moment-là, on peut appliquer la règle qui est là, ça veut dire carbocation tertiaire plus stable que carbocation secondaire, plus stable que carbocation primaire. Donc, vous avez vraiment l'ordre de stabilité qui est de ce côté-là. Donc, ça, c'est de façon générale. Okay? Ça va nous servir beaucoup dans les réactions plus tard, quand on va voir si on passe par un intermédiaire qui est plus stable qu'un autre pour une réaction donnée. Maintenant, un autre type d'intermédiaire qu'on a vu, c'est les carbocations, plutôt les carbones chargés négativement, donc les carbanions. Donc, on a vu carbocation chargé positivement. Là, on regarde les carbanions chargés négativement. Maintenant, si j'ai des chaînes de carbone, plein d'effets inductifs répulsifs autour d'un carbanion, est-ce que vous pensez que ça va les aider, les charges négatives, ou ça va leur nuire? On vient de voir que ça aide les charges positives. Fait que pour les charges négatives, évidemment, ça va être tout le contraire. Pourquoi? Parce que plus j'ai de chaînes de carbone, plus ça fournit d'électrons, mais le carbone qui est chargé négativement, il y a déjà trop d'électrons. Ça veut dire qu'il n'en veut pas plus. Si je lui en donne plus, ça va le déstabiliser davantage. Donc, l'ordre de stabilité des carbanions est le contraire de celle des carbocations. Ça veut dire qu'un carbanion techniquement annulaire est plus stable, mais évidemment, nous, on va avoir moins, on ne va pas en avoir très très souvent. Ce qu'on va avoir plus souvent, c'est les carbocations primaires, qui eux sont plus stables que secondaires, qui eux sont pas mal plus stables que les tertiaires. Donc, ça va vraiment ici dans le sens contraire de ce que j'ai montré pour les carbocations. Pourquoi? Parce que c'est la charge négative qui est l'inverse de la charge positive. Les effets inductifs répulsifs nuisent à la stabilité des carbanions, mais vont aider la stabilité des carbocations. Tandis que les effets inductifs attractifs, qu'on a vu avec les éléments très électronégatifs, eux feraient le contraire. Ici, ils aideraient la stabilité. Donc, si je mets un clair sur une des chaînes de carbone, ben à ce moment-là, ça aiderait à la stabilité de la charge négative. Tandis que ça nuirait à la charge positive pour la stabilité. Donc, une fois que vous avez compris c'est quoi qui aide ou qui nuit à la charge négative ou la charge positive, puis c'est quoi que ça fait les effets inductifs, répulsifs ou attractifs, vous n'avez pas à savoir par cœur lequel aide, lequel nuit. Vous allez le comprendre par comment ça fonctionne, ok? Donc, par logique. Il faut juste comprendre c'est quoi un effet inductif répulsif, c'est quoi un effet inductif attractif, c'est quoi la différence entre les deux. Puis après ça, il faut savoir c'est quoi un carbocation, c'est quoi un carbanion, puis pourquoi il y en a un qui, ça serait plus stable ou moins stable. Pourquoi ça l'aide plus l'un que l'autre. Même chose pour l'acidité et basicité. Donc, l'exercice suivant, c'est vraiment un exercice typique là, que vous pourriez avoir à l'examen, dans lequel je vous demande de placer en ordre les molécules qui sont là. Donc, vous avez 4 molécules différentes. Par exemple, dans le A, vous avez des carbocations à placer, mais j'aurais pu me faire en stabilité, mais j'aurais pu demander des carbanions. Donc, soyez aptes à pouvoir faire les deux. Ici, je ne demande pas d'expliquer, mais moi, je vous demanderais de le faire. Parce qu'à l'examen, je vais vous demander d'expliquer brièvement. Donc, je vais vous montrer tantôt là, avec le COGG, c'est quoi que je m'attends comme explication à l'examen. Je veux voir les mots effet inductif, répulsif puis effet inductif attractif dans vos explications. Je veux pas juste il y a plus de clair, donc c'est moins bon. OK, je veux un petit peu plus de détails que ça. Donc c'est bref, mais quand même avec les termes qui sont appropriés. Pour le B, vous avez un petit peu la même chose. Vous devez expliquer, ou plutôt mettre en ordre, puis ensuite expliquer pourquoi. Donc, mettre en ordre croissant d'acidité, ça veut dire placer les acides suivants du moins acide au plus acide. OK, donc c'est ça, ordre croissant d'acidité. Puis expliquez-moi pourquoi.
Encore une fois, ici, c'est des acides, mais j'aurais pu parler de bases. Donc, je sais que des fois, il y en a qui pratiquent que les acides, ça va bien, puis là, ils arrivent devant des bases, puis là, on dirait qu'ils sont tous mélangés, parce que là, ils se sont tellement habitués aux acides qu'ils sont plus capables de parler, de faire les mêmes exercices, mais avec des codes de base. Donc, je vous laisse faire ça. Mettez la vidéo à pause maintenant. Tentez de faire l'exercice. Et par la suite, on va regarder ça ensemble lorsque vous allez reprendre la vidéo. Alors, je vais vous montrer la réponse que moi j'ai décrite pour le A et le B. Donc, si vous n'avez pas fait les deux, vous êtes mieux d'attendre. Sinon, la voici. Donc, pour la portion A, ce que vous avez donc les 4 molécules qui sont là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné pour le B et le C, étant donné qu'il y a des atomes très électronégatifs, j'ai dessiné les vecteurs. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça peut vous aider là, pour savoir représenter vos effets inductifs répulsifs, par exemple. Vous pourriez faire des flèches qui vont dans l'autre sens pour les attractifs, si vous désirez, pour les représenter. Donc, par exemple, pour le A, par rapport au C, il y a un petit peu plus d'effets inductifs répulsifs vers le carbocation. Donc, c'est un petit peu la première chose que je vois. Hein. Je vois ici, j'ai en A un carbocation qui est tertiaire. Tandis qu'en C, j'ai un carbocation qui est secondaire. Toutes les autres, le B et le D, sont aussi secondaires. Donc, il n'y a pas de différence entre C, B et D par rapport à secondaire ou tertiaire. Le seul qui est différent, c'est le A qui, lui, est tertiaire. On a vu que s'il n'y a pas d'autres effets, les effets inductifs répulsifs, à ce moment-là, par rapport à tertiaire contre secondaire pour un carbocation, ça fait en sorte que le tertiaire est plus stable. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chaînes de carbone qui fournissent des électrons vers le carbocation, donc diminue la charge positive en fournissant un petit peu d'électrons, de surplus d'électrons qu'eux ont vers la charge positive. Donc, dans mon explication, pourquoi j'ai dit que le A, c'est le plus stable ici, suivi du C, puis ensuite du D, et le moins stable, c'est le B. Donc, pourquoi? C'est parce que le A contient un carbocation qui est tertiaire et donc est stabilisé par les effets inductifs répulsifs, donc je n'ai pas écrit inductif, mais vous pourriez l'écrire, qui diminue la charge positive et la stabilise. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet répulsif qui donne des électrons vers la charge positive. Vous pourriez l'avoir écrit également là, dans votre explication. Maintenant, pourquoi le A est plus stable que le C? Ben, c'est parce que le C, lui, c'est un carbocation qui est seulement secondaire. Et donc, il est moins stabilisé par les effets inductifs répulsifs qu'on vient d'expliquer ici en haut. Toutefois, le A et le C, eux, n'ont aucunement de chlore. Donc, il n'y a pas d'effet inductif attractif qui, eux, nuisent à la stabilité de la charge plus. Donc, les effets inductifs attractifs, eux, vont déstabiliser les carbocations, donc la charge positive. Pourquoi? Parce qu'ils tirent sur les électrons de tous les voisins, donc tirent les électrons du carbone que la charge positive, qui n'a déjà pas beaucoup d'électrons, qui est déjà en manque d'électrons. Donc, si on regarde les molécules B et D, eux contiennent des chlores qui tirent sur les électrons par les effets inductifs attractifs, ce qui déstabilise la carbocation. Mais entre les deux, on voit que B contient plus de chlore et donc est plus déstabilisé que D. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Donc ça serait une explication complète là, que je voudrais voir dans votre réponse à l'examen. OK? Je veux plus que juste, il y a deux chlores, donc c'est plus fort que D que juste un chlore. Je veux les mots, effet inductif attractif. Je veux que vous expliquiez pourquoi. C'est quoi qui aide, c'est quoi qui nuit. Pourquoi? Vous pouvez dire, il y a des électrons qui sont tirés par l'effet inductif attractif, donc ça nuit à la stabilité de la charge plus. Puis si on est plus près, ça nuit plus, ou si on est plus loin, ça nuit moins, etc. OK? Donc ça, c'était pour la partie A. Bon, donc je vous suggère de prendre en note si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour l'explication. Maintenant, pour le B, on avait des acides. Donc, le problème est similaire, mais dans le sens que là, on va regarder par rapport à la portion qui est acide dans la molécule. OK? Donc ici, dans le B, vous avez tous une portion COOH. OK? Ça, c'est tout pareil.
Fait que ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le reste de la molécule. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la molécule entre ces 4 acides-là? Parce que c'est toute la même portion acide. OK? Parce que des fois, les gens y arrivent et me disent, ben là, COH, puis là, j'ai un COH, mais comme différents H. En tout cas, ils essayent d'expliquer par la portion acide. Mais c'est pas ça qui va être différent dans vos molécules, c'est le reste de la molécule qui est la portion qui est à l'extérieur du COH. Donc ici, dans le A, on a des BR. Dans le B, on en a juste un. Dans le D, on en a juste un aussi. Dans le C, on n'a rien de ça, on n'a pas de BR. Fait qu'est-ce que je vois tout de suite, c'est que dans le C, il n'y a pas d'effet inductif attractif. Donc, j'ai pas de flèche vraiment à dessiner. J'ai juste des effets inductifs répulsifs qu'on pourrait dessiner. Je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez dessiner des flèches qui vont donner des électrons vers le H acide. Donc ça, c'est pas très très bon pour l'acidité en tant que telle. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y a un delta plus qui est le plus petit ici. Tandis que les autres, ils ont tous des effets inductifs attractifs, donc par les atomes très très électronégatifs, donc qui tirent sur les électrons, ce qui rend le H plus acide, parce qu'il va quand même ressentir cet effet-là, même si un petit peu plus loin. Donc quand j'en ai beaucoup, c'est un effet beaucoup plus grand que quand j'en ai juste un. Puis quand j'en ai un, puis que j'en ai un, mais plus loin, donc la distance va faire en sorte que pour le D, bien, vu que le BR est plus loin, l'effet est moins ressenti. Donc c'est pour ça que vous avez un delta plus qui est un petit peu plus gros que C dans le D, mais plus petit que B, puis par rapport à A c'est le plus gros. Donc ici, l'ordre croissant d'acidité, j'ai écrit le contraire, totalement le contraire, donc c'est C, D, B et A. Donc du moins au plus acide. J'avais écrit du plus acide au moins acide, excusez-moi. Donc, ici, vous avez vraiment en ordre croissant. Donc, C, le moins acide, D, suivant, B et A, qui est le plus acide. Donc, pour l'explication, la molécule C est la seule molécule sans des effets inductifs attractifs parmi les 4, donc elle est la moins acide par défaut, parce que on sait que les effets inductifs attractifs vont augmenter l'acidité en augmentant le manque d'électrons sur l'hydrogène qui est acide. Donc, le rendant plus acide, plus prêt à partir comme un H+. Donc, la molécule A, elle, est la plus acide parmi les 3 autres, mais parmi les 4. Pourquoi? Parce qu'elle a le plus d'effets inductifs attractifs avec la présence des atomes Br. Plus il y a d'effets inductifs attractifs, plus la charge partielle positive sur l'hydrogène acide sera grande et donc l'acidité augmentée. OK? Donc ici, il y a... En fait, j'aurais pu dire la présence de 2. Ici, j'ai dit des atomes, des 2 atomes de brome. OK? Tandis que si je regarde la molécule B, a seulement un brome comparé à la molécule A. Donc B a seulement un brome, ce qui diminue la quantité d'effets inductifs attractifs et donc l'acidité de la molécule. Donc l'acidité du H qui est ici dans le COH. Et finalement, pour le D, il y a un seul brome, comme pour la molécule B, mais ce brome est plus loin sur la chaîne de carbone. Hein, il y a un carbone de plus loin. Donc, l'effet est moins ressenti par l'hydrogène et augmente moins l'acidité. Il manque un E ici, augmente. Donc, c'est pour ça que lui, il est moins acide que le B. Parce que le brome est plus loin. Maintenant, si vous avez placé l'ordre correctement, puis vous comprenez bien ces effets-là, c'est parfait. Moi, je vous suggère d'en faire quelques exercices quand même là, dans vos choses. Pourquoi? Parce que c'est facile de se mélanger puis de se tromper quel effet fait quoi. OK, ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment dans l'examen. C'est que vu que vous allez mettre beaucoup d'efforts dans le chapitre 3, qui est vraiment le plus important, je dirais, là, en quantité d'informations pour l'examen, puis le niveau de difficulté pour l'examen 1, c'est normal que vous mettiez plus d'efforts dans le chapitre 3, mais ce qui arrive, c'est que vous mettez moins d'efforts dans le chapitre 2 et 4, et aussi 1, mais 1, c'est de la révision. Puis ce qui arrive, c'est que dans le 4, il y a quand même beaucoup de nouveautés, puis c'est un petit peu moins bien compris. Puis l'apparition des effets inductifs, attractifs et répulsifs, étant donné que c'est facile à se mélanger, les gens vont se mélanger facilement entre les deux effets. Donc, c'est très important de savoir lequel est quoi et qu'est-ce qu'il fait, puis comment ça va changer la basicité, l'acidité ou la stabilité des carbocations ou des carbanions.
Donc, c'est vraiment des choses à pratiquer davantage pour vraiment être capable de bien faire vos exercices puis être prêt à l'examen. Si jamais vous avez des questions, vous avez que ce soit des questions sur ce qui se trouve dans les notes de cours, n'hésitez pas, venez communiquer avec moi. Si des questions sur les exercices, communiquez avec moi dès que possible. Ok, je veux pas que ça traîne trop, parce que plus on avance dans les chapitres, plus vous allez garder ces problèmes-là, puis ça va nuire à votre compréhension des chapitres qui vont suivre. OK? Donc, le plus vite possible, réglez les problèmes. Prenez pas trop de retard dans dans vos cours. Donc, normalement, là, vous devriez être à jour sur les exercices, mais aussi sur qu'est-ce que vous avez écouté comme capsule de cours. Parce que sinon, ça peut vraiment vous nuire là, pour le reste de la session. Si vous prenez trop de retard, vous avez d'autres cours, donc c'est balancé pour justement remplir le bon nombre de temps pour la portion du cours. Sinon, là-dessus, je vous laisse pour étudier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va se voir pour la prochaine portion après l'examen 1. Donc, la prochaine portion du chapitre 4, qui est comme divisé en deux. Là. Donc, les effets inductifs, c'est la dernière portion qui est à l'examen 1. Les effets de résonance, qui est la prochaine capsule que vous aurez à voir sur le chapitre 4, va se faire après l'examen 1. Donc, pour la matière qui va se trouver à l'examen 2 et l'examen final, évidemment, qui est récapitulatif. Donc là-dessus, à la prochaine.